Bonsoir. Dans l'actualité ce soir, à la une, fini le dialogue politique interguinéen. Les différentes parties prenantes s'engagent au respect strict des accords du 3 juillet pour une sortie de crise. Et puis, Conakry choisit pour abriter le centre de coordination régionale de riposte à Ebola. C'est l'un des acquis de la rencontre d'Accra au Ghana. Encore une fois, bienvenue à tous. Ce journal s'ouvre sur l'actualité politique du pays. Les travaux du dialogue interguinéen ont pris fin ce samedi au Palais du Peuple. Un consensus est enfin trouvé entre les parties prenantes sur les points inscrits dans l'accord politique du 3 juillet 2013. Explication, Mohamed Lamine Camara. Après 2 journées de débats fructueux au compte du dialogue politique interguinéen, les participants à cette séance trouvent un consensus ce samedi sur les points contenus dans l'accord politique du 3 juillet 2013. C'est une avancée pour notre pays que l'opposition républicaine et la majorité présidentielle puissent discuter sur des points touchant l'intérêt national. Il y a eu consensus sur tous les points. Le premier point, c'était le choix de l'opérateur technique. Ça a été fait hier. Aujourd'hui, il y avait la question des élections communales. Il y avait la question de la neutralité de l'administration par rapport aux partis politiques, l'accès aux médias des partis politiques d'opposition, la question de la sanction, la recherche et la sanction des auteurs d'infractions à caractère politique liées aux manifestations et liées aux dernières élections législatives et l'indemnisation des victimes. Tout ça a fait l'objet d'un débat, d'un échange d'idées, de propositions et d'un consensus. Le texte sera paraphé par tout le monde. Les représentants de la mouvance présidentielle et de l'opposition apprécient l'atmosphère dans laquelle les travaux de ce dialogue politique se sont déroulés pour aboutir à un dénouement heureux. Nous avons eu un consensus sur toutes ces questions et nous avons pris les dispositions de manière à ce que ce consensus se reflète effectivement dans la réalité et probablement le mardi prochain, nous allons formaliser tout ça dans un relevé de conclusion qui va faire l'objet de signature. Cet après-midi de ce jour historique, c'est un grand jour pour notre pays et nous le devons tous au président de la République qui a demandé personnellement à ce que tout soit bien fait et je vous assure que la mouvance en a fait preuve et c'est la Guinée qui gagne. La tenue de ce dialogue a permis à la classe politique guinéenne et aux facilitateurs nationaux de laver les linges sales en famille. Au même chapitre, un an après la signature des accords du 3 juillet, les acteurs de la société civile s'activent aussi à élaborer des stratégies à l'intention des acteurs concernés. Financé par l'OSIWA, ce programme a pour but de veiller sur l'application correcte des accords du 3 juillet. Des précisions avec Abdoulaye Diallo. Il y a de cela juste une année que les acteurs de la vie politique guinéenne ont signé les accords du 3 juillet. Un protocole qui a débouché sur l'organisation des élections législatives et à l'installation d'une assemblée représentative. C'était l'un des points d'accord entre les partis signataires. Aujourd'hui, les acteurs de la société civile se mobilisent pour s'impliquer davantage pour l'application des accords. La signature engage le signataire, vous savez. Et donc c'est ce qui fait cette question d'amalgame. Mais je pense que la moindre des choses en pareille circonstance, c'est de faire une approche soit au sein de cet accord-là pour justement dégager des voies de solution parce que comme par l'application de l'article 22 de la Constitution, chaque citoyen doit se battre autant que faire se peut pour promouvoir non seulement la tolérance mais aussi promouvoir la valeur démocratique. En marge de cette rencontre, les acteurs de la société civile entendent désormais jouer un rôle d'arbitre pour désamorcer la crise qui existe entre les partis signataires de l'accord du 3 juillet. La société civile a un rôle majeur à jouer non seulement dans la veille, mais dans la facilitation de la compréhension entre les acteurs politiques pour l'accompagnement des accords du 3 juillet 2013. Pour cela, une feuille de route sera élaborée, puis adressée à chacune des parties prenantes pour situer les forces, les faiblesses et les opportunités.
Également dans l'actualité, cette décision du ministre de la Pêche et de l'Aquaculture qui interdit toute activité de pêche industrielle et semi-industrielle dans la zone maritime guinéenne. La mesure consiste à promouvoir d'une part la reconstitution et l'accroissement des espèces, d'autre part le développement du secteur au profit de l'État, des pêcheurs et des consommateurs. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse animée par le chef du département de la pêche. Komara Moussa, compte rendu. Selon les résultats des travaux réalisés par le Centre national des sciences halieutiques de Boussoura, la quantité de poissons pêchés par 30 minutes de chalutage était de 250 kg en 1985. Cette quantité a chuté en 1992 à 100 kg, voire à moins de 50 kg pour certaines espèces. Pour favoriser donc le repos biologique des espèces halieutiques, le ministre de la Pêche et de l'Aquaculture interdit pendant 60 jours toute activité de pêche industrielle et semi-industrielle dans la zone maritime guinéenne. D'instituer cette période de 2 mois pour essayer à la fois de reconstituer ce que nous avons comme ressources maritimes, mais aussi de permettre à la Guinée d'être toujours parmi les pays où on trouve beaucoup de poissons. S'agissant de la réserve de poissons disponible pour éviter une pénurie, voire même une rupture dans la fourniture de cette denrée pendant ces 2 mois, le ministre de la Pêche déclare qu'il y a au moins 16 000 tonnes de poissons disponibles dans les entrepôts. Les opérateurs de la pêche doivent veiller au respect de cette décision pour permettre aux différentes espèces de se régénérer et d'améliorer les indices d'abondance et les rendements des unités de pêche. Nous continuons comme d'habitude cette surveillance quotidienne maritime, mais nous allons introduire une nouvelle mesure cette fois-ci, c'est la surveillance aérienne. Cet arrêté a été signé en commun accord avec les acteurs de la pêche, mais il épargne les pêcheurs artisanaux du pays. Mamo, la ville Carrefour, va abriter les festivités de célébration du 2 octobre prochain. À 3 mois de l'événement, quel est l'état d'avancement des chantiers engagés à cet effet? Pour connaître donc les réalités, une mission de suivi des travaux s'est récemment rendue sur le terrain où elle a eu une séance de travail avec les entreprises engagées dans le projet. Ibrahim Keïta, Cheikh Mabin Silla sont revenus sur les traces de cette mission suivie. Depuis le lancement des travaux de construction des infrastructures au compte des festivités de l'an 56 de l'indépendance nationale à Mamo, les entreprises se démêlent pour être dans le temps imparti. Il s'agissait pour cette mission de passer au peigne fin l'évolution des travaux sur les différents chantiers. Partout, les missionnaires ont fait des recommandations pour un travail de qualité. Certaines entreprises rassurent. Si Dieu le veut bien, qu'il m'accompagne, je souhaite être dans le délai contractuel. C'est un engagement. C'est un engagement parce qu'on sait l'ampleur. On fait ça ici le 2 octobre. Ça, c'est sûr. Pour le gouverneur de Mamou, il y a de l'espoir. Au niveau de la préfecture de Mamou, le travail est en train de se réaliser normalement. Nous pensons que si le rythme est maintenu, il est possible que plus de 80% des infrastructures soient réalisées avant le 2 octobre. C'est justement pour amener les autres entreprises à faire autant qu'une réunion a regroupé auparavant la mission, les autorités de Mamou et les entreprises engagées. Au cours de cette rencontre technique, il a été annoncé le lancement de 28 autres chantiers, dont 14 blocs de latrines confiés à des entreprises féminines, 8 à Mamou, 4 à Galaba et 2 à Pita. En clair, la rencontre a mis en garde les entreprises. La prise en compte de certains engagements par rapport à ces travaux, ces engagements qui sont relatifs, n'est-ce pas, au préfinancement des projets à hauteur de 50%. Et on s'est rendu compte effectivement que s'il y a bien quelques entreprises qui ont bien évolué sur le terrain, qui ont bien fait avancer les travaux, par contre, il y a d'autres entreprises qui sont encore complètement en retard. À 3 mois de la date butoir, il revient à toutes les entreprises engagées de faire le maximum au risque d'une résiliation. Bref, en images et à Mamou, les jeunes viennent de bénéficier de 2 écrans géants pour suivre dans la communion les matchs de la Coupe du Monde Brésil 2014. Un geste du président de la République, professeur Alpha Condé, et qui s'inscrit dans le cadre de la matérialisation de sa politique en faveur de la jeunesse. Ces images de l'abbé Voisin à présent avec le lancement des travaux de construction des centres d'autopromotion féminine. Le coup de projet
projet s'élève à 19 milliards sous financement du budget national de développement. Il concerne les préfectures de Kankan et Labé. Mohamed de Camara, Mohamed Yakiti. Le processus d'autonomisation des femmes enclenché du ministère de l'Action sociale ne faiblit pas. La construction de ces deux CAF régionaux à Labé et à Kankan en est une preuve éloquente. Les femmes qui représentent plus de la moitié de la population guinéenne saluent cette offensive du département de l'Action sociale. Ce grand projet vient à point nommé pour les femmes de Labé, pour les jeunes filles de Labé, pour la jeunesse de Labé. Nous sommes très heureuses et les femmes de Labé accueillent cet objectif avec grande joie et surtout le grand projet de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui est Monsieur Alpha Condé. Ce CAF qui vient, c'est un bijou. C'est une consacration de ce que nous pouvons être comme femmes au point de vue travail, au point de vue autonomisation. Ça nous permet de sortir de nos lauriers et de savoir, de prendre notre vie en charge, de prendre la vie de nos enfants et de nos maris. Les travaux de construction de ces centres d'autopromotion féminine confiés à l'entreprise Simgui pour une enveloppe financière de 19 milliards de francs guinéens. Le délai contractuel est de 12 mois. Le projet de construction de ces centres, c'est un défi pour le département, mais en particulier un défi pour ma personne, parce que c'est le tout premier travail en matière de construction que je vais lancer en personne. Donc ça devient un défi pour moi, un grand défi. Et pour que le défi soit réalisé, seule ma volonté ne compte pas. C'est la volonté de toutes les parties prenantes, mais surtout la population qui doit bénéficier de l'infrastructure. Sanaba Kaba, en compagnie de ses cadres, a mis son séjour de Nabaya à profit pour inaugurer ce forage offert par son département aux populations de Bordeaux à Kankan. Signature d'un procès dans le secteur de l'eau entre la SEG et la JICA, agence japonaise de coopération internationale. Elle porte cette signature sur la réalisation des forages à Conakry et le renouvellement de la conduite principale d'eau entre le quartier Anta et celui de Sangoya. Une manière de mettre fin aux multiples désagréments causés sur cette conduite. Nabi Kamara, Surba Bangoura. L'agence japonaise de coopération internationale JICA s'engage à mettre fin aux pannes en répétition sur la conduite 1100 de la SEG. Les deux parties ont signé un procès verbal dans ce sens sous la présidence du ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique. Monsieur Diallo, le coordonnateur général de la SEG et son équipe travailleront avec vous pour que, avec vos ingénieurs, les solutions à apporter pour cette conduite qui sera à transformer en conduite en fonte ductible, que ces solutions soient mises en œuvre de la manière la plus rapide possible. Concrètement sur le terrain, comment la JICA et la SEG comptent travailler pour mettre fin à ces pannes interminables sur cette conduite entre Anta et Sangoya, soit une distance de 3,500 km. Nous avons retenu, au niveau de la forêt de Dabompa, de faire la liaison entre la conduite principale d'El 1100 et la 700 en acier. Une fois que ceci est fait, au niveau de Anta, chercher à ramener l'approvisionnement, l'alimentation en eau du réservoir de Sonfonia qui se trouve derrière l'école de la gendarmerie sur la conduite de 1100. Comme ça, on prélève un bon débit de la 1100 avant même l'arrivée, avant le début de la conduite d'El 1100 en PRV au niveau de Anta même. La JICA est également prête à appuyer la réalisation dans notre capitale de 120 forages et 120 bornes fontaines par la SEG. Environnement, le mois de la forêt guinéenne a été lancé hier à Boké, une période de restauration du couvert végétal. Et cette année, le ministère de l'Environnement prévoit des opérations de reboisement à grande échelle. La méthode vise à réduire les menaces de désertification qui pèsent sur certaines préfectures du pays.
Boké est le point de départ de la ceinture verte. C'est l'une des 8 préfectures de la Guinée menacée par l'avancée du Sahel à cause de la proximité du Sénégal. C'est tout un symbole. Si le mois de la forêt est lancé ici, autour du Tinguilinta, un fleuve fréquenté par des hippopotames et plusieurs crocodiles à certaines périodes de la saison pluvieuse, ces espèces sont aussi menacées à cause des activités illégales menées contre la forêt. Toutes les zones qui ont des prémices de désertification, ou là où les bois commencent à être rares, il faut reboiser. Boké fait partie des 8 préfectures qui sont considérées comme préfectures de la ceinture verte. 10 hectares à reboiser à Boké sur les 340 de cette ceinture verte pour tout le pays. Ensuite, des mesures pour freiner la déforestation. Nous avons les éco-gardes. Nous avons également la brigade verte de la gendarmerie. Ce sont des services de l'État qui sont mis à la disposition du département de l'environnement pour veiller à l'application correcte de la politique de ce département. Des missions du ministère de l'Environnement sont à l'intérieur du pays pour identifier les sites à reboiser avec un objectif cette année, un arbre par... Une campagne mondiale de reboisement. Et cette campagne mondiale avait visé à un certain moment que l'humanité soit reboisée en tenant compte du nombre d'habitants de la planète. Pourtant, les chiffres sont inquiétants. Plus de 35 000 hectares de forêt sont décimés chaque année. Et les activités coupables sont l'agriculture sous brûlis, la carbonisation, l'exploitation minière à outrance ou encore la poussée démographique. L'actualité, c'est aussi ces rumeurs de fuite autour du baccalauréat unique session 2014. Les épreuves ont pris fin hier sur toute l'étendue du territoire national avec une tache noire cette année. Les fuites des sujets ont été signalées dans plusieurs centres d'examen. Face à ces rumeurs, Dr Ibrahima Kourouma a tenu à réagir depuis l'intérieur du pays où il supervisait le déroulement des dernières épreuves. Ahmed Touré. Il y a beaucoup de choses que sur lesquelles nous avons agi pour mettre fin. Ça ne plaît pas à tout le monde, c'est évident, ça ne plaît pas à tout le monde. Beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont en train de se battre pour que les différentes réformes introduites par nous à travers le programme du président de la République soient des réformes qui échouent. C'est vrai que j'ai appris les mêmes choses. Je rentre pour l'instant, j'ai écouté, je rentre et je voudrais juste rassurer la population guinéenne que la tâche qui m'a été confiée par le président de la République qui consiste à faire en sorte que le système éducatif, en tout cas que le ministère de l'enseignement préuniversitaire marche et que nous formions des enfants de qualité, je l'assurerai, je vais rassurer la population que je rentre à Conakry. Si effectivement, comme il est dit, il y a eu fuite, qui que ce soit, n'importe qui que soit impliqué dans cette situation, il va subir la loi. Pour rien au monde, je vais laisser cette situation telle, parce que je ne peux pas accepter qu'une mission aussi importante qui nous a été confiée par le président de la République, qui consiste à faire en sorte que nos enfants, nos élèves, qui constituent l'avenir de ce pays-là, soient formés. Aujourd'hui que nous sommes en train d'aller dans ce sens-là, que d'autres personnes, par des voies tordues, cherchent à nous déstabiliser sur ce terrain, nous n'allons jamais l'accepter. À l'étranger, la réunion des ministres de la Santé de l'Afrique de l'Ouest sur la fièvre Ebola s'est bouclée à Accra, au Ghana. Cette semaine, les ministres de la Santé de 15 pays de la sous-région étaient en conclave à Accra en vue d'élaborer et mettre en marche une stratégie commune de riposte à cette maladie. Les ministres de la Santé de la RD, Congo et de l'Ouganda se sont joints à cette rencontre pour partager leur expérience avec leurs pairs de la région ouest africaine. C'est l'Organisation mondiale de la santé qui a organisé le panel. Suivons le compte rendu avec Foudeta Silla, Mohamed Touré. C'est donc sur initiative de l'Organisation mondiale de la santé que les ministres de la santé de la région ouest africaine se sont retrouvés les 2 et 3 juillet 2014 à Accra, au Ghana. Il s'agissait pour ces responsables du système sanitaire de l'Afrique de l'Ouest de se pencher sur les stratégies de lutte contre l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola qui sévit depuis le début de l'année en Guinée avant de s'étendre à partir du mois de mai à la Sierra Leone et au Libéria. Les dernières statistiques faisant état d'un total cumulé de 763 cas, dont 468 décès dans les 3 pays, interpellent les dirigeants au niveau national, régional et international, ainsi que leurs partenaires bi- et multilatéraux à se mobiliser en vue d'une riposte commune, d'où l'importance de cette rencontre Dakar, qui a également partagé les expériences des premiers pays victimes de l'épidémie d'Ebola, à
à savoir la République démocratique du Congo et l'Ouganda, à travers les communications de leur ministre de la Santé. Du haut de cette tribune internationale, le ministre guinéen de la Santé a rappelé la démarche de la Guinée et de ses partenaires face à l'épidémie. Le gouvernement, dès les premières heures de l'annonce de l'épidémie dans notre pays, tous se sont mobilisés pour sensibiliser la population. Et le président en personne a fait une déclaration dans les langues vernaculaires pour faire comprendre à la population que réellement le mal existe. Et il s'est déplacé pour aller dans les lieux affectés, plus précisément à Guéguelou, il y avait la licence, et également sensibiliser. Ceci de notre réellement l'engagement du gouvernement à accompagner le ministère de la Santé en contribuant à hauteur de 1 million de dollars. Et aujourd'hui, grâce à l'appui de nos partenaires, j'avoue, à part cette localité de la licence, nous pouvons espérer que l'épidémie est en train d'être maîtrisée. S'agissant des dispositions de sécurisation des populations face au virus Ebola, le ministre guinéen de la Santé a fortement conseillé la mobilisation des leaders communautaires et autres leaders d'opinion dans la sensibilisation des populations en ce qu'il est de la réalité et de la gravité de la maladie Ebola. Pour le médecin-colonel Rémi Lama, seule une ouverture consensuelle de nos communautés aux actions des agents de santé et de nos partenaires pourrait permettre de briser la chaîne de contamination. Le ministre Rémi Lama conseillera surtout l'humanisation des centres de traitement et le non-recours à toute mesure drastique ou violente. Moi, je crois que ce qu'il faut mettre en place, c'est une bonne communication, c'est la sensibilisation, c'est comment enseigner à la population les mesures préventives. Et également, au niveau des aéroports, comme on l'a fait chez nous, on a mis en place un dispositif qui permet à tous les passagers, en sortant du pays, de soumettre à un examen qui concerne à prendre la température et leur mettre à disposition une fiche pour dire vraiment qu'ils sont passés. Cette équipe et qui ne devrait pas aucun signe répondant à la définition de la maladie. Mais dire que fermer les frontières ou mettre des mesures contraignantes, moi je ne trouve pas ça vraiment très approprié. Cette vision de la Guinée a été vivement partagée par la réunion des ministres de la Santé de l'Afrique de l'Ouest ici à Accra. Ils ont également mis l'accent sur le renforcement des capacités de prise en charge des malades et de suivi des personnes contacts. Le tout couronné par la mise aux normes des agents des structures de santé. Toutes choses qui nécessitent, selon le directeur régional de l'OMS pour l'Afrique, de gros efforts de financement. L'OMS a besoin de ressources financières pour mettre en œuvre les différents volets dans le cadre de la stratégie. Et nous avons estimé que nous aurons besoin d'un montant d'environ 10 millions de dollars pour les prochains 6 mois afin d'apporter l'appui technique requis aux pays affectés. A signalé enfin que cette rencontre d'Accra a décidé de l'installation à Conakry dans les semaines qui suivent d'un centre régional de coordination des activités de riposte à la fièvre hémorragique Ebola. Retour à Conakry avec cette page coopération. Avant de boucler sa mission en Guinée, le groupe des entrepreneurs français a noué des contrats de partenariat dans plusieurs secteurs. Un partenariat qui implique aussi le secteur de la défense. En témoigne cette rencontre du ministre délégué à la défense nationale avec le directeur de la société Thales International. Spécialisée en équipement de communication à usage militaire, cette société compte collaborer avec la Guinée sous le renforcement de la coopération militaire entre les deux pays. Lieutenant Alias Camara de la presse militaire. Établir un cadre idéal de partenariat entre le groupe Thales International et le gouvernement guinéen dans le cadre de la coopération militaire axée sur les échanges dans le domaine de la haute technologie de communication est la toile de fond de la visite du directeur de Thales International au ministère de la Défense nationale. Les forces guinéennes cherchent un partenariat et Thales s'inscrit tout à fait dans cette philosophie. Le deuxième point, j'ai bien compris que l'armée avait un projet de restructuration pour arriver avec une armée professionnelle, donc dotée de moyens aujourd'hui qui soient à la hauteur des menaces. Et donc Thales est tout à fait prêt à tenter l'aventure, bien évidemment, avec l'armée guinéenne. Le ministre délégué à la Défense nationale a accueilli favorablement ce message de partenariat qui s'inscrit en droite ligne de la politique de réforme du secteur de sécurité engagée dans notre pays. Notre souhait, alors que nous avons entrepris une réforme au sein des forces armées guinéennes,
c'est d'arriver à une armée resserrée, mieux organisée, mieux équipée, mais moins coûteuse. Une armée professionnelle, puisque nous sommes devenus un pays contributeur des Nations Unies, dans le cadre des opérations de maintien de la paix, c'est en sorte que nous puissions avoir 2 bataillons en formation ici, équipés, prêts à répondre à l'appel des Nations Unies à tout moment et prêts à être déployés, projetés en moins de mois ou en tout cas moins de 2 mois. Pour répondre efficacement aux menaces d'origine diverse, il faut également de la performance technologique d'origine diverse. Et puis, le ministre de l'Hôtellerie, du Tourisme et de l'Artisanat poursuit sa série de rencontres avec l'ensemble des acteurs du secteur. Hier vendredi, en compagnie des cadres de son département, le ministre a échangé avec l'ensemble des intervenants des hôtels et restaurants du pays. La recherche de solutions concertées pour redynamiser le secteur hôtelier et touristique a dominé les débats. Cette rencontre avec l'ensemble des opérateurs des hôtels et des restaurants du pays vise à ouvrir une voie pour une nouvelle synergie d'action en vue de redynamiser le secteur hôtelier en plein chantier en Guinée. Pour alors réveiller ce secteur vital de l'économie nationale, le ministre du Tourisme a engagé un débat contradictoire entre les différents acteurs, histoire de connaître leurs difficultés de fonctionnement et mieux apprécier leur collaboration avec les différents services du ministère de tutelle. Le tourisme est une industrie très capitalistique qui nécessite beaucoup d'investissements, mais aujourd'hui nous devons nous orienter aussi vers un défi majeur qui est la formation. Nous devons impliquer et nous appliquer aussi à faire des formations par compétences pour que tout le monde y participe, y compris les Guinéens, pour que nous évitions à l'avenir de faire appel à des compétences étrangères. Et la formation est la clé du développement touristique d'abord aujourd'hui en Guinée, avant toute autre chose. C'est-à-dire faire rentrer un maximum de touristes pour leur faire découvrir ce beau pays. Mais pour ça, bien sûr, il faut faciliter pour le visa et essayer de suivre peut-être l'exemple du Sénégal, comme je disais, qui a fait un bureau spécial à l'aéroport, donc plus besoin de se rendre dans l'ambassade, dans le pays étranger où nous sommes. On va directement à l'aéroport, il y a un office qui délivre le visa directement. Mayenne fournit régulièrement les statistiques au département de tutelle, a signalé le ministre Moussa Kondé. Nous avons pris des engagements pour pouvoir aider les hôteliers parce que nous avons écouté beaucoup de doléances qu'ils ont eu à placer et aussi des tracasseries qu'ils rencontrent souvent de l'aéroport, même dans leur hôtel où les gens se viennent avec des factures fictives pour leur montrer qu'ils doivent payer ceci, cela. Nous leur avons dit que cela va cesser. Et ça, nous allons nous investir pour que cela cesse parce que ce qu'on ne trouve pas ailleurs, il ne faut pas que cela se fasse dans notre pays. Nous sommes tenus de les aider parce que ce sont nos partisans, ce sont nos partenaires sur le terrain et qui entend des grands hôtels entend un grand pays parce que les hôtels sortent l'image du pays. La rencontre a abouti à la mise en place d'un cadre permanent de concertation entre les différents intervenants et le ministère de tutelle. Communiqué du ministère des Postes, Télécommunications et des Nouvelles Technologies de l'Information dans le cadre de l'application du protocole d'accord signé le 12 mai 2014 entre le mouvement syndical et le gouvernement en son point 10.2 concernant le désintéressement des travailleurs de la Soutelgui. Conformément à la loi, le gouvernement a pris les dispositions nécessaires à l'application du plan social. À cet effet, le règlement des droits débuteront le jeudi 10 juillet 2014 selon le calendrier ci-après. Pour Conakry, début le 10 juillet, fin 15 juin, les travailleurs non permanents, contractuels et temporaires sont concernés. Conakry toujours, travailleurs permanents, début 15 juillet, fin 18 juillet. Les paiements seront effectués à la Paillerie Générale du Trésor sur présentation des documents légaux qui seront à retirer auparavant par chaque travailleur à l'Inspection Générale du Travail. Les travailleurs sont priés de se munir d'une carte d'identité
valides et de toute autre pièce pouvant faciliter leur identification. Pour les travailleurs en poste à l'intérieur du pays, des missions mixtes se rendront dans les principales agences régionales selon un planning qui sera rendu public dès le 15 juillet 2014. Le gouvernement s'est compté sur votre bonne compréhension afin que ces opérations se déroulent dans les meilleures conditions. Conakry, 4 juillet 2014, Oye Guilavogui, ministre d'État. Des infrastructures érigées pour accompagner le programme de société du chef de l'État Makali Faraba. L'initiative est d'Antonio Soare, le patron de Guinée Games. Il vient de construire un pont pour faciliter le transport des personnes et leurs biens dans la préfecture de Mandiana. Dans une ferveur totale, les populations de Makali Faraba inscrivent cet ouvrage de franchissement dans le livre d'or de leur district. Cet édifice vient à point nommé. Au moment que mes citoyens traversaient ce pont, on était dans les vrais calvaires. Mais grâce à Guinée Games, grâce à M. Soiré, ma population aujourd'hui est désenclavée. Zone de production agricole par excellence, cet ouvrage facilitera le transport des personnes et de leurs biens. Partie de Kalouma Conakry, la caravane des arts pour la paix a pris fin dans la préfecture de Kindia après avoir sillonné les préfectures de la Basse-Guinée, la Moyenne-Guinée et la Haute-Guinée. Organisée par l'ONG Guinée Culture en collaboration avec l'UNESCO, cette caravane vise à accompagner les efforts du gouvernement dans la réconciliation nationale. Abdulaziz Baldé, Mohamed Touré, Ibrahim Sorbari. Ici à Kindia, comme les préfectures précédentes, les autorités et la jeunesse permettent d'accompagner les organisateurs à véhiculer des messages de paix dans leur localité, avec le thème « La paix en affaires, au sans paix, pas de démocratie ». Le thème qui nous réunit est si cher que chacun de nous doit comprendre sa portée. Parce que quand nous prenons notre devise, travail, justice, solidarité, il n'a de sens que lorsqu'il a la paix. Il n'y a pas de travail sans paix. Il n'y a pas de justice sans paix. Il n'y a pas de solidarité sans paix. Et à travers les messages de paix, de tolérance, de prévention de conflits, de culture de la non-violence, prêchés par les artistes, les comédiens, à nos mots les hommes de culture. Je pense que ces messages ont été bien compris et on a vraiment le grand espoir que désormais les Guinéens sensibilisés à la paix, à la promotion de la paix, de la réconciliation nationale, vont tourner le dos à la violence. Initiée par l'ONG Guinée Culture en collaboration avec l'UNESCO, cette première édition, c'est aussi l'exposition des objets d'art et quelques démonstrations artistiques suivies des tables rondes. L'initiative vise à valoriser la culture guinéenne dans toute sa diversité. La caravane des arts pour la paix est un projet culturel important qu'il faut soutenir parce que ça parle de la paix dans notre pays. La paix est celle sans laquelle nous ne pouvons rien faire. Si nous sommes là qu'il y a aujourd'hui, c'est parce qu'il y a la paix. Ça a été un plaisir pour moi d'abord d'être cocté pour parler avec fierté et dignité de la paix, parce que nul ne peut faire de la marche ou bien de développement sans qu'il y ait la paix. Si les gens rient, si les gens mangent, si les gens vont au marché, tout ce qu'ils font, c'est parce qu'il y a paix. Donc, j'exauce à tous les Guinéens, comme ce que j'ai dit dans les autres régions, aussi aux gens de Kindia, à la Guinée tout entière, la paix, elle est très importante. Cette campagne de sensibilisation sur la paix doit se poursuivre après le mois saint de Ramadan en Guinée forestière. Le but est de maintenir la cohésion sociale en Guinée afin de vivre en toute harmonie. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce journal. Le plaisir a été pour moi de vous servir. Très bonne suite au programme télévisé. À demain.